Il avait seulement 15 ans. Il avait dit qu'il serait rentré pour le dîner. 4 jours plus tard, on a retrouvé son corps dans un bunker abandonné, ligoté, poignardé 25 fois, trahi par quelqu'un qu'il appelait un ami. Ce n'est pas juste une histoire criminelle, c'est un avertissement. Et tout a commencé par un simple message. Il n'avait que 15 ans. Juste un garçon avec des cheveux en bataille qui bouclaient au niveau des oreilles quand il ne les mouillait pas, un sourire timide qui se levait plus d'un côté que de l'autre, et des rêves encore flous, des espoirs doux et tranquilles, pas encore devenus de vrais projets. Le matin du 27 novembre 2010, l'air à Belfort, dans l'est de la France, portait l'odeur de l'hiver. La lumière était grise, le genre de lumière qui couvre les toits et donne l'impression que tout attend quelque chose. Pierre Nazika a quitté la maison vers 14h30, sa veste fermée jusqu'au menton. Une écharpe que sa mère avait insisté pour qu'il mette, bien rangée sous le col. « Je vais voir un ami », avait-il dit simplement, d'une voix légère, ordinaire. Il avait promis de rentrer pour le dîner. Il n'a pas dit au revoir de manière spéciale, comme dans les histoires. Il n'a pas serré ses parents fort dans ses bras. Il n'a pas hésité à la porte. Pourquoi l'aurait-il fait? C'était juste un samedi, un après-midi normal. Une promesse banale, faite avec la certitude qu'il la tiendrait. Mais Pierre n'est jamais rentré chez lui. Le soir venu, la cuisine était chaude. Le repas était prêt. Sa chaise était vide. Son téléphone ne sonnait pas. Les messages restaient sans réponse. Au début, ses parents ont essayé de rester calmes. Peut être que son téléphone était déchargé, peut être qu'il avait perdu la notion du temps avec quelqu'un. Mais à 20 et 1, la logique a laissé place à la peur. Sa mère a appelé tous les numéros de ses contacts. Son père a roulé sans but dans les rues de Belfort, chauffage éteint, fenêtres entr'ouvertes, écoutant tout. Priant pour quelque chose. Quand ils ont signalé sa disparition ce soir-là, la police leur a dit ce qu'elle dit souvent. Les adolescents fuguent. Il va revenir. Peut être une copine. Peut être une dispute. Mais Pierre ne fuyait jamais. Pas ses devoirs. Pas ses responsabilités. Pas sa vie. Ses parents savaient quelque chose n'allait pas. 4 jours après sa disparition, le 1er décembre, 2 joggeurs couraient près des anciennes fortifications de Belfort, des restes de guerre oubliés, maintenant recouverts de mauvaises herbes et de mousse. Ils ont vu quelque chose d'étrange. Un vieux portail rouillé, forcé, des lianes déplacées. La curiosité les a poussés à entrer. Ils ont trouvé un vieux abri militaire, caché sous la mousse et la poussière. L'air à l'intérieur était humide, métallique, ils sentaient quelque chose de récent. Et là, dans l'obscurité froide, le corps de Pierre était là, face contre terre, mains attachées, vêtements déchirés, du sang figé dans le béton. Il avait été poignardé 25 fois. Ce n'était pas un geste de panique, ce n'était pas confus, c'était délibéré. Le médecin légiste a dit plus tard que ce n'avait pas été rapide. Pierre était conscient, il avait compris, les liens étaient serrés, les blessures précises, quelqu'un l'avait regardé souffrir. Yacine Sid avait 19 ans. Ce n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un en qui Pierre avait confiance, quelqu'un avec qui il avait déjà partagé des cours. Pas un ami proche, mais assez proche, pour que Pierre réponde à son message ce matin-là. Assez proche pour qu'il le suive dans les bois. Au début, Yacine a tout nié. Il a dit aux enquêteurs qu'il ne s'était pas parlé depuis des semaines. Mais la vérité finit toujours par ressortir. Les relevés téléphoniques disaient autre chose. Les vidéos de surveillance aussi. Floues, avec une date et une heure visibles, on y voyait Pierre marcher aux côtés de Yacine, près des bois. Il avait l'air détendu, être même souriant. Pas inquiet, pas méfiant. Quand on lui a montré les preuves, l'histoire de Yacine s'est effondrée. D'abord, il a admis avoir vu Pierre.
Ensuite, qu'ils étaient allés ensemble dans le bunker. Et enfin, il a avoué le meurtre. Mais ses mots n'étaient pas remplis de regrets, ni de larmes. Ils étaient froids, mécaniques. Il a dit que Pierre s'était moqué de lui, qu'il s'était senti en colère, que quelque chose en lui avait craqué. Mais... et la corde? Et le lieu isolé? Et les 25 coups de couteau? Ce n'était pas un craquage, c'était un plan. Le procès s'est tenu dans une salle tendue, chaque siège occupé. Yacine était assis, les mains croisées, le visage vide, vêtu d'une chemise blanche impeccable, comme s'il allait à un entretien d'embauche. Pas à un jugement. Il n'a jamais regardé la famille de Pierre. Pas une seule fois. La mère de Pierre était assise à quelques mètres, tenant l'écharpe de son fils entre ses mains, celle qu'il portait le jour où il est parti. Son père, immobile, fixait l'arrière de la tête de Yacine. Ses poings étaient serrés tout le long. Le procureur a présenté les faits, point par point. Les messages envoyés, les fibres de corde, le choix du lieu, la violence. Mais aucun mobile compréhensible. Pas de jalousie, pas de drogue, pas de chantage. Juste une rancune absurde, une haine silencieuse. Yacine avait quitté l'école, s'était isolé. Pierre gentil, prometteur, plein de lumière, représentait tout ce que lui n'était plus. Et dans cette haine, il a voulu faire disparaître cette lumière. Le moment le plus douloureux est venu quand le procureur a fait écouter le dernier message vocal de Pierre, un message qu'il avait envoyé à sa mère peu avant de retrouver Yacine. « Je rentre bientôt. J'ai juste un détour à faire. Je serai bientôt à la maison. Je dois juste faire un petit détour. » Ce détour serait le dernier. Des gens dans la salle d'audience ont éclaté en sanglots. Certains sont sortis. Même des journalistes habitués à tout ont baissé leurs caméras. La mère de Pierre n'a pas pleuré à ce moment-là. Elle regardait droit devant elle, les lèvres serrées, comme si son âme s'était figée. Quand le verdict est tombé, personne n'a applaudi. Il n'y a pas eu de joie, juste le silence. Yacine Sid a été condamné à 20 ans de prison. Pierre, lui, a été condamné à l'éternité dans la terre froide. Quand l'audience s'est terminée, les clics des appareils photo résonnaient comme un tonnerre lointain. Mais personne n'a applaudi. La famille de Pierre est sortie du tribunal comme des ombres sculptées par le chagrin. Des journalistes ont crié des questions. Des micros tendaient leurs bras comme des intrusions. Mais les nazicas n'ont rien dit. Ils se sont tenus les uns aux autres. Ils ont marché au-delà de la foule, au-delà du tribunal, au-delà du verdict. Car la justice avait été rendue selon la loi. Mais le chagrin n'écoute pas les tribunaux, et la paix ne vient pas de la voix d'un juge. Ce qu'ils avaient perdu était trop profond, trop définitif. Un fils, un avenir, un rythme de vie quotidienne, maintenant brisé au point d'être méconnaissable. Dans les mois qui ont suivi, la ville de Belfort a tenté de retrouver une forme de normalité. Les bus roulaient, les cloches sonnaient, les marchés rouvraient. Mais il y avait une vide étrange dans l'air. L'école de Pierre a accroché une plaque en son honneur sur le mur, à côté de sa salle de classe, un souvenir discret pour un élève dont la voix ne résonnerait plus jamais dans les couloirs. Ses amis ont laissé des mots, des dessins, des petites grues en papier pliées en silence. Sa chambre est restée intacte. Ses chaussures encore sous le lit, son sac à dos posé dans un coin. Ses bandes dessinées rangées de la préférée à la moins aimée, juste comme il les avait laissées. La lumière du porche est restée allumée chaque nuit. C'est une petite chose, une lueur douce, mais pour ses parents, c'était un symbole, une invitation, une veille, un espoir que, quelque part dans un autre monde, leur fils trouve encore le chemin de la maison. Quelques années après le procès,
un journaliste a réussi à parler au père de Pierre. Se tenait à côté d'un petit cadre photo de Pierre, posé sur la cheminée. On lui a demandé si vous pouviez parler à Yacine Sid maintenant, que lui diriez-vous? Le père n'a pas hésité. Sa réponse n'était pas pleine de haine, mais d'un poids plus lourd que la colère. Je ne lui parlerai pas. Je parlerai à mon fils, et je lui dirai « Je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger. » Il y a dans ces mots une douleur plus glaçante que n'importe quel cri. C'est le poids d'un échec ressenti par un parent qui a tout fait bien et qui a tout perdu malgré tout. Dans des villes comme Belfort, les crimes comme celui-ci ne disparaissent pas. Ils restent comme l'odeur de fumée après un incendie, car ce n'était pas un meurtre commis par un étranger masqué, ni par un fou caché dans les bois. C'était une trahison venue de quelqu'un de familier, quelqu'un qui avait partagé une salle de classe, une table à la cantine, un rire. Yacine Sid ne sortait pas de nulle part. Ce n'était ni un fantôme, ni une silhouette tapie dans l'ombre. C'était quelqu'un que Pierre avait suffisamment confiance pour le suivre jusqu'à ce bunker. C'est ce qui rend la blessure si profonde. Ce n'était pas un monstre caché dans le noir. C'était un ami. Dans des villes comme Belfort, les crimes comme celui-ci ne disparaissent pas, ils restent, comme l'odeur de fumée après un incendie. Car ce n'était pas un meurtre commis par un étranger masqué, ni par un fou caché dans les bois. C'était une trahison venue de quelqu'un de familier, quelqu'un qui avait partagé une salle de classe, une table à la cantine, un rire. Yacine Sid ne sortait pas de nulle part. Ce n'était ni un fantôme, ni une silhouette tapie dans l'ombre. C'était quelqu'un que Pierre avait suffisamment confiance pour le suivre jusqu'à ce bunker. C'est ce qui rend la blessure si profonde. Ce n'était pas un monstre caché dans le noir. C'était un ami. Plus de 10 ans ont passé. Les affiches ont pâli. Les gens ne parlent plus de lui. Mais le nom de Pierre n'a pas été oublié, pas par ceux qui ont allumé des bougies sur la place, pas par ses camarades qui ont laissé des mots sur le mémorial, pas par ses parents qui ont gardé sa chambre exactement comme elle était. Il n'avait que 15 ans. Il n'a jamais eu son diplôme, jamais connu l'amour, jamais eu la chance de devenir l'homme qu'il aurait pu être, un père, un entraîneur, un artiste, ou simplement quelqu'un qui rendait les autres heureux par sa seule présence. Et c'est là le plus terrible. Il aurait dû être tellement plus. Si vous avez lu jusqu'ici, vous savez que cette histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement. C'est un rappel du danger silencieux qui parfois porte un visage familier et que parfois le mal ne crie pas. Il attend, calmement, derrière un sourire, que l'histoire de Pierre Nazika soit retenue, pas comme un chiffre de plus, pas comme un fait divers, mais comme une vie belle, inachevée, volée trop tôt. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, faites-la vivre, faites en sorte que son nom résonne, non seulement dans le deuil, mais dans le rappel qu'elle laisse derrière. Parfois, les monstres les plus effrayants sont ceux qui connaissent déjà votre prénom. À la mémoire de Pierre Nazika, 1995-2010, je rentre bientôt. I'll be home soon.